Les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, est-ce que ça te parle? Plus ou moins, enfin disons que je connais pas l'ampleur du truc quoi, je sais que les hommes sont plutôt mieux payés que les femmes, mais j'ai pas de chiffre précis en tête. Eh ben le chiffre c'est 26%. En moyenne, en France, les femmes sont payées 26% de moins que les hommes. Ah ouais, 26% quand même. C'est assez chaud. Et si je te disais que certains affirment que ces inégalités ne sont pas un problème, tu me répondrais quoi? Pas un problème d'être payé un quart de moins pour le même boulot? Bah la vache, ça me semble être une position difficile à tenir. Ah, mais personne n'a dit que c'était pour le même boulot. Avant de se plonger sur quelques statistiques sur le sujet, je précise que cette vidéo a été écrite en collaboration avec Vanessa Di Paola, une enseignante-chercheuse ex-Marseille Université, qui travaille au laboratoire d'économie et de sociologie du travail, un laboratoire d'ex-Marseille Université donc, et du CNRS. J'ai même eu la chance de tourner un entretien avec elle dans lequel elle a eu beaucoup plus le temps que cette courte vidéo de nous parler de ses recherches. Je t'en dirai plus en fin de vidéo. Toi, tu fais des interviews maintenant? Bah c'est une première, mais ouais. Alors, revenons à nos inégalités de revenus et commençons par quelques statistiques. Si on prend tous les individus qui touchent un revenu du travail, femmes d'un côté et hommes de l'autre, le revenu moyen d'un homme en France, c'est 1 662 € par mois. Et le revenu moyen d'une femme, c'est 25,7% de moins, soit 1 235 € par mois. Bon, les chiffres datent de 2012, parce que pour le détail dans lequel on va aller, on n'a pas plus récent, mais de toute manière, je veux t'emmener au-delà des chiffres pour qu'on s'attarde sur l'inégalité femmes-hommes et sur ses causes. Donc, prends ça comme des ordres de grandeur. Ok, fine. Bon alors, pourquoi une telle différence? Bien, premièrement, il y a une histoire de temps de travail. 30% des femmes qui travaillent ont un emploi à temps partiel, tandis que c'est seulement 8% des hommes. Alors forcément, comme les femmes font en moyenne moins d'heures que les hommes, eh bien leurs revenus s'en ressentent. Si on corrige cette variable de temps de travail en comparant des revenus horaires, c'est-à-dire combien les femmes et les hommes sont payés par heure travaillée, eh bien on explique 9,4 points de l'inégalité de revenus femmes-hommes. D'accord, donc à l'heure travaillée, les femmes sont payées 16,3% de moins que les hommes. Donc en fait, le chiffre de 25,7% dont on est parti là, c'est pas une vraie inégalité finalement. Ah, tu vois, toi non plus, tu vois pas le problème en fait. Bah non, mais moi j'avais pas compris qu'on parlait pas du même métier ou du même temps de travail. Pour moi, il y a inégalité si tu prends deux individus, femmes ou hommes, qui font le même boulot, même poste, même temps de travail, et qui pourtant ne sont pas payés pareil. Ah, ça c'est pas juste. D'accord, donc l'inégalité injuste, comme tu viens de le dire, c'est celle-là qu'il faudrait combattre. Ouais, carrément. Donc il est tout à fait juste d'avoir plus de femmes à temps partiel que d'hommes? Ben oui. Tant que ce sont les femmes qui choisissent librement d'aller davantage vers les emplois à temps partiel, bah je vois pas le problème. Ah, donc pour toi, les femmes choisissent librement, sans aucune contrainte autre que leurs propres envies, de faire plutôt du temps partiel. C'est pas que les femmes sont ou se sentent obligées de faire du temps partiel, c'est qu'elles l'ont choisi, quoi. Tout comme le ou la chômeuse a choisi de pas travailler, ou carrément le ou la SDF a choisi de pas avoir de logement. Ouais, ok, je suis peut-être allé un peu vite. Je peux pas dire que les gens choisissent tout ce qui leur arrive. Parfois, il n'y a pas le choix. Du coup, la question devient, est-ce que les femmes sont davantage contraintes que les hommes à accepter des emplois à temps partiel? Et si oui, alors il y a inégalité. Ah, c'est plus pareil du coup. On va revenir sur ces histoires de contraintes un peu plus loin pour préciser les choses. Mais pour l'instant, continuons de regarder les chiffres. On a donc 9,4 points de l'écart de revenus qui correspond à des histoires de temps de travail. Bon, d'où peuvent bien venir les 16,3 points restants, à ton avis? Eh ben, va y avoir le secteur d'activité sûrement. Plus de mecs chez les ingénieurs et dans l'informatique et dans l'industrie, et plus de meufs dans la santé, le marketing, la com, ce genre de trucs. Ouais, c'est un premier point. C'est la partie dite horizontale des inégalités. On place tous les secteurs sur un axe et on constate que certains sont mixtes, certains sont plutôt féminins et certains autres plutôt masculins. On parle d'inégalité interprofessionnelle ou de ségrégation professionnelle ou même de ségrégation horizontale. Et il se trouve qu'en France, toutes choses égales par ailleurs, les secteurs plutôt féminins paient en moyenne 3,5% de moins que les secteurs plutôt masculins. Maintenant, s'il y a une ségrégation horizontale, il y a forcément une ségrégation verticale. Donc là, j'imagine que c'est la position des femmes et des hommes dans la hiérarchie de l'entreprise. Plus ou moins de femmes au sommet de la pyramide, les fonctions de direction, et plus ou moins de femmes en bas. Exact. Et il y a en fait deux composantes à cette dimension verticale. Tu peux être simple employé, manager, directeur ou directeur général, mais tu peux aussi être n'importe lequel de ces rôles dans la division commerciale de l'entreprise, sa division financière, sa division marketing, sa division ressources humaines, etc.
La pyramide formée par l'entreprise est en quelque sorte elle-même composée de plusieurs pyramides qui ne montent pas toutes aussi haut en termes de rémunération. Eh, forcément. Genre, le boss des traders dans une banque d'investissement, c'est pas le même salaire que la boss des RH dans la même banque d'investissement. C'est ça. On parle d'inégalité intra-professionnelle, ou donc de ségrégation verticale. Elles sont responsables, en moyenne, de 2,3 points de l'écart de rémunération. Au sein de l'entreprise, en moyenne et toutes choses égales par ailleurs, les femmes occupent des postes payés 2,3% de moins que les hommes. Ah ouais, ok. Alors que c'était 3,5% pour les différences de secteur. Donc les deux sont assez proches finalement. Mais alors là, il nous reste encore 10,5 points d'écart. Le temps de travail, c'est vu, les différences de secteur, c'est vu, les différences dans la hiérarchie, c'est vu. Je vois pas ce qui peut rester en fait. Ils viennent d'où les 10,5% qui restent? Eh ben c'est la partie non expliquée des inégalités de revenus femmes-hommes. Avec les méthodes de catégorisation dont on dispose, on ne sait pas expliquer cette différence restante de 10,5 points. Alors que je comprenne bien là, tu prends un homme et une femme, même temps de travail, même secteur d'activité, même département dans l'entreprise, même niveau de responsabilité. Donc en fait, tu prends un homme et une femme avec exactement le même job, et pourtant, la femme est en moyenne payée 10,5% de moins que l'homme. Alors oui et non. En fait, c'est très difficile de trouver deux individus, femmes ou hommes, qui font exactement le même job. C'est très souvent un peu différent. Les deux n'ont pas le même périmètre, ne gèrent pas la même région, pas le même produit, ou alors ils n'ont pas exactement la même expérience, il ou elle est arrivé 6 mois avant, ou ils ne font pas partie de la même entreprise. Les 10,5 points signifient que, après avoir éliminé ce qu'on sait mesurer au niveau des statistiques nationales, donc temps de travail, secteur d'activité et position dans la hiérarchie d'après l'intitulé du poste, il reste encore des différences de revenus entre les femmes et les hommes. De la discrimination, sûrement, mais aussi d'autres choses. L'étude mentionne notamment qu'avec les statistiques qu'elle a exploitées, elle ne peut pas contrôler certaines caractéristiques dont on sait qu'elles sont responsables de différences de rémunération importantes entre les femmes et les hommes. Par exemple, les femmes sont plus diplômées. Cela améliore leur rémunération, mais elles interrompent leur carrière plus souvent à l'arrivée des enfants. Elles ont donc moins d'expérience professionnelle, ce qui réduit leur rémunération. Et ça, c'est pas vraiment de la discrimination. D'accord, donc ok, il faut nuancer. Dans les 10,5, il y a de la discrimination, mais il y a peut-être aussi d'autres trucs qui rentreraient pas dans les cases des statistiques. Mais moi j'ai quand même l'impression que ces 10,5 représentent ce qui se rapproche le plus d'une discrimination femme-homme pure, quoi. Ouais, ok, si tu veux. Ok, bah tu vois, pour moi, c'est ça la vraie inégalité, les 10,5. C'est ça qu'il faudrait d'abord chercher à combattre. Je veux dire, par rapport aux 25,7% d'écart de revenus dont on est parti, moi j'ai quand même l'impression que ce sont surtout les 10,5 points qui sont injustes. Les autres 15,2, bah ça me semble quand même plutôt justifié. Travailler plus pour gagner plus, viser des postes à responsabilité pour gagner plus, viser des secteurs plus rémunérateurs pour gagner plus, bon bah voilà, chaque individu est libre de choisir son métier. Il se trouve que les hommes choisissent plus souvent des métiers qui paient mieux. Bon, voilà, l'homme choisit d'être 1 plutôt le chef d'une équipe, 2 plutôt en finance, 3 plutôt à temps plein, et puis la femme choisit plutôt 1 d'être membre d'une équipe, 2 dans une entreprise qui fait de la com, et 3 bah plutôt à temps partiel. Donc l'homme est mieux payé que la femme. Bon, voilà, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il faille forcément chercher à supprimer ça. Ouais, mais rappelle-toi de ces histoires de contraintes qu'on a évoquées un peu avant. Les femmes choisissent-elles réellement de travailler à temps partiel, de pas faire de la finance et de pas devenir les chefs, ou y sont-elles contraintes d'une manière ou d'une autre? Ouais, ok, effectivement, mais on peut pas non plus exclure que les femmes pourraient préférer les emplois à temps partiel, la com et les postes avec moins de responsabilités. Je te vois venir avec tes gros sabots là, vas-y, crache le morceau. Bah oui, on dirait que tu supposes qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, que les femmes n'auraient pas naturellement ou biologiquement des compétences ou des envies différentes de celles des hommes. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a des histoires de câblage du cerveau, pas exactement pareil entre les femmes et les hommes. J'avais vu un truc qui parlait des femmes qui sont plus empathiques et meilleures en langue par rapport aux hommes qui sont meilleurs en raisonnement spatiaux et en maths aussi, je crois. Ok, alors non, on n'a rien d'établi de ce côté-là. Qu'il y ait un câblage humain, spécifique, différent d'autres espèces animales, qui nous rend plus à même de faire telle ou telle chose, de ressentir telle ou telle émotion, oui, évidemment, personne ne nie que le comportement humain est en partie contraint ou expliqué par sa biologie. Mais que ce câblage soit différent entre les femmes et les hommes et qu'il conduise à des préférences et à des compétences différentes, non. Les variations entre individus, femmes ou hommes, sont très importantes dans toutes les tâches qu'on teste. En fait, tous les cerveaux sont très différents les uns des autres, peu importe qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, parce que notre cerveau est très malléable. Catherine Vidal parle de plasticité neuronale. En gros, ton câblage cérébral se modifie en permanence en fonction de ce que tu fais, vois,
entend, ressent, etc. Et c'est ça qui te rend meilleur à telle ou telle tâche. Donc, des différences cérébrales entre les individus, oui, mais des différences cérébrales spécifiques au fait d'être une femme ou un homme, non. Conclusion, puisque toutes les tâches de la société, tous les métiers sont accomplis par des individus avec des compétences et que les cerveaux des femmes sont tout aussi aptes à apprendre ces compétences que ceux des hommes, alors il n'est pas normal de constater des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes. Statistiquement, on devrait avoir des envies et des choix individuels qui répartissent l'ensemble de la population, féminine et masculine, dans tous les métiers et à tous les niveaux de responsabilité. Donc si on constate par le biais d'inégalités de revenus que cette répartition égalitaire ne se fait pas, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Ok. Mais alors, il vient d'où le problème ? Des coutumes, des normes, de la manière dont on enseigne, consciemment et inconsciemment, des choses différentes aux garçons et aux filles. On va passer un peu de temps là-dessus. Voici une action individuelle qui peut être exercée par une femme ou un homme. Cette action s'inscrit dans un cadre des possibles. On n'a qu'à dire que ce premier cadre représente les contraintes physiques et biologiques. Tu peux pas t'envoler d'une falaise, tu peux pas vivre 1000 ans, tu as besoin de t'alimenter, tu as besoin d'avoir des interactions avec d'autres individus, etc. Mais il y a forcément d'autres contraintes qui sont d'ordre culturel et social. Par exemple, il y a tout ce qui est illégal, qu'il est interdit de faire. Ça ne veut pas dire qu'un individu ne peut pas choisir de faire quelque chose d'illégal, mais le fait que ce soit illégal a quand même largement tendance à orienter, voire même à contraindre les décisions individuelles. Ouais, d'accord, effectivement. Bon, mais il y a aussi tout plein de mœurs, de coutumes, de normes, de stéréotypes qui contraignent tes actions. Par exemple, il y a des normes culturelles très générales qui sont observées un peu partout, du genre on dit merci, on sort pas tout nu en criant dans la rue, on n'insulte pas les gens. Tu pourrais le faire, mais tu ne le fais pas parce que c'est mal vu, parce que tu veux pas attirer l'attention, peu importe la raison que tu invoques. Les normes culturelles contraignent et orientent tes actions. Ok, je crois que je te vois venir, tu vas rajouter plein de normes de partout. Et oui, et surtout, je vais commencer à faire la différence entre les femmes et les hommes. Les femmes devraient plutôt se maquiller, être empathiques, s'occuper des enfants. Les hommes, eux, devraient plutôt faire du sport, avoir confiance en eux, penser à leur carrière. Ces stéréotypes de genre sont véhiculés à plein de niveaux dans la société, de différentes manières et par plusieurs institutions. Par exemple, au niveau des institutions familiales, monsieur devrait plutôt s'occuper de ramener l'argent, il devrait plutôt être responsable du budget, bricoler. Madame devrait plutôt s'occuper des tâches ménagères, de la cuisine, des courses et des enfants à nouveau. C'est le fameux modèle « Monsieur gagne-pain versus Madame au foyer ». Autre institution qui véhicule des stéréotypes, l'école. Les garçons devraient plutôt être meilleurs en maths et en sciences en général. Les filles devraient plutôt être meilleures en langue et en tout ce qui est littéraire. Et puis bien sûr, l'entreprise est également vectrice de stéréotypes de genre. Depuis les tenues acceptables qui ne sont évidemment pas les mêmes pour les femmes et les hommes, jusqu'aux compétences qui, au lieu d'être perçues pour ce qu'elles sont réellement, sont interprétées au travers du prisme du genre. Interpréter une compétence au travers du prisme du genre? C'est de toi cette phrase? Ça veut rien dire. Mais si, regarde. D'un côté, il y a les compétences en tant que telles et les stéréotypes de genre qui vont influencer leur apprentissage. C'est le coup du petit garçon qui apprend à avoir confiance en lui en regardant son papa être chef d'entreprise. Et la petite fille qui apprend à cuisiner en regardant sa maman faire à manger. On se retrouve avec, comme c'était le cas pour la génération précédente, plus de garçons qui sont sur deux et plus de filles qui savent cuisiner. Les compétences sont apprises par mimétisme et les stéréotypes de genre se transmettent par ce biais. Mais en plus de la compétence en tant que telle, il y a aussi la manière dont elle est interprétée par les autres. Par exemple, un homme sûr de lui et un peu rentre-dedans sera plutôt perçu comme simplement sûr de lui, qualité ô combien nécessaire pour devenir un bon leader. La dimension rentre-dedans, elle, sera plutôt classée comme un à côté un peu ennuyeux mais normal. Voilà, stéréotype, les hommes sont un peu rustres, bon, faut faire avec. En revanche, une femme avec les mêmes traits de caractère sera perçue comme agressive, voire hystérique. Sa confiance en elle ne sera même pas remarquée. Pourquoi ? Parce que le stéréotype dit que les femmes ne devraient pas être rentre-dedans. Ainsi, si on relève ça chez une femme, on y sera beaucoup plus sensible et on l'associera avec un comportement anormal et donc négatif. Et malheureusement, c'est pas nécessairement un jugement que nous faisons consciemment. Résultat, non seulement il y a plus d'hommes qui ont confiance en eux parce qu'ils miment des figures masculines dès leur plus jeune âge, mais en plus, quand les femmes possèdent cette compétence, elle n'est pas toujours valorisée comme telle. Mais on est sûr de ça ? Je veux dire, c'est un exemple auquel t'as pensé comme ça ou c'est un vrai résultat de recherche ? Non, c'est un vrai résultat. Toutes les études montrent que les femmes sont beaucoup moins représentées que les hommes dans les fonctions à responsabilité. Pour te donner quelques exemples issus de cet ouvrage de l'INSEE,
Si 50% des employés du privé sont des femmes, elles ne sont plus que 23% parmi les cadres dirigeants. Même constat dans le public, 55% des agents de l'État sont des femmes, pourtant elles n'occupent que 27% des emplois de direction. Autrement dit, même si les femmes ont a priori accès à tous les postes sur le papier, on constate dans les faits qu'il y a des obstacles, visibles et invisibles, un système complexe de normes auxquelles les individus se plient, parfois consciemment, parfois non, parfois volontairement, parfois non, mais qui en tout cas empêchent spécifiquement les femmes d'accéder au sommet des hiérarchies. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Et quand on étudie ce plafond de verre de plus près, ce que Vanessa Di Paola a fait, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va en reparler, on trouve notamment ce phénomène de perception genrée des compétences. C'est pas mal, tiens, ce nom de plafond de verre là, on visualise bien, je trouve. Ça bloque, mais on sait pas forcément où ça se trouve ni quelle forme ça prend. Mais je pense à un truc, toutes ces normes et ces stéréotypes qui contraignent les femmes et les hommes différemment, bon, parfois ça devrait quand même se faire en défaveur des hommes, non? Genre, on a besoin d'un individu empathique pour une fonction bien spécifique dans l'entreprise, sauf que un homme empathique, compétence perçue comme féminine, eh ben ce sera plutôt considéré comme un mec faible, alors qu'une femme empathique, là, ce sera valorisé. Un homme empathique considéré comme plus faible et donc moins valorisé qu'un autre homme sûr de lui, oui. Mais une femme avantagée par rapport à un homme alors que les deux témoignent d'empathie, non. C'est pas ce qu'on observe la plupart du temps. Pourquoi ça ? On constate pas vraiment que l'empathie chez la femme est une compétence valorisée dans le monde du travail. C'est assez terrible, mais en fait, comme notre système de normes nous fait croire que l'empathie est normale ou naturelle chez la femme, eh bien, elle n'a pas besoin d'être rémunérée pour ce trait de caractère. L'homme, lui, parce que l'empathie n'est pas supposée normale chez lui, peut être valorisé pour cette compétence. Mais non, mais là, il y a une contradiction. À ce moment-là, si on croit que les hommes ont naturellement confiance en eux, ils ne devraient pas avoir besoin non plus d'être rémunérés pour ça. Ouais, mais on constate que les compétences dites masculines sont moins naturalisées que celles dites féminines. Ça donne un truc du genre, une femme empathique, c'est normal, c'est pas une compétence, donc pas besoin de rémunérer. Par contre, un homme qui a confiance en lui, c'est une compétence que chaque individu doit acquérir par le travail. L'homme a travaillé dur, on valorise. Une femme qui a confiance en elle, on y voit plutôt une femme agressive, pas une compétence intéressante, on valorise pas. Mais non, mais n'importe quoi, t'inventes des trucs là. Eh ben malheureusement non, c'est ce qu'on appelle des rapports de domination. Le dominant, dans ce cas spécifique l'homme, impose sa façon de voir, une certaine manière de trancher entre les compétences acquises et innées, au dominé, ici la femme. Et le dominé intègre cette façon de voir et devient l'artisan de sa propre domination. Pierre Bourdieu. Sérieux ? On fait ça ? Pas toujours de manière consciente, et pas toujours de manière aussi caricaturale que ce que je viens de décrire. Mais oui, ça fait partie de ce que les recherches sur le plafond de verre montrent. Chouette. Très très chouette. Pour en terminer avec les institutions vectrices de stéréotypes genrés dans la société, il faut pas oublier l'État. On a des femmes qui veulent avoir accès à l'emploi, mais il faudrait quand même pas qu'on les sépare toute la journée de leurs enfants. Stéréotype de genre. Les femmes devraient être plus proches de leurs enfants que les hommes, alors que les enfants n'ont pas plus besoin d'un parent que de l'autre. Donc, on crée des dispositifs permettant le temps partiel dans certains métiers, et on communique sur le fait que ces dispositifs s'adressent surtout aux femmes. Du coup, on retrouve plus de femmes à temps partiel. Et les personnes qui pensent ce genre de dispositif sont parfois des femmes, artisanes de leur propre domination. Eh oui, c'est ouf. Ça donne l'impression que c'est des genres de mécanismes qui s'auto-entretiennent de partout, quoi. Les hommes sont les chefs, les garçons imitent leur père, donc veulent devenir les chefs. De l'autre côté, on voit pas les compétences managériales chez les femmes, elles deviennent pas les chefs. Les petites filles veulent imiter leur mère qui ne sont pas chefs, donc elles-mêmes ne veulent pas devenir les chefs. Et ça se reproduit à l'identique. Pas exactement à l'identique quand même, ça évolue, lentement mais ça évolue. Cela dit, il est vrai que les normes genrées, les stéréotypes de genre, s'assemblent pour former un système qui tend à maintenir et à reproduire le statu quo. Le système entraîne constamment les femmes vers des actions différentes de celles des hommes. Mais alors, attends une seconde. Mettons que je sois une femme. Je constate que le stéréotype véhiculé par ma famille, mon entourage, mon voisinage, c'est que c'est moi qui dois faire le ménage. Ok, j'ai observé ma mère et ma grand-mère le faire toute leur vie, j'ai intégré le truc. Mais, soudain, je m'en rends compte. Rien ne m'empêche de me révolter et d'expliquer à mon mari qu'il doit aussi s'en occuper. Je veux dire, c'est pas marqué dans la loi que la femme doit faire le ménage. Donc, les femmes peuvent choisir de s'extraire des stéréotypes si elles le souhaitent, non ?
Alors, premier problème, personne n'est jamais complètement conscient de tous les stéréotypes qui s'appliquent à lui ou elle. Les normes sont la plupart du temps invisibles, et c'est notamment le rôle des chercheurs en sciences sociales que de les mettre en évidence. Mais tout le monde n'est pas un chercheur en sciences sociales. Donc, pour une bonne partie d'entre eux, tu n'as pas conscience des stéréotypes qui orientent ou contraignent tes actions. Et forcément, si j'en ai pas conscience, je peux pas m'en extraire. Eh ben non. De plus, le dépassement de certains stéréotypes va au-delà de la simple volonté individuelle. Tu te révoltes vis-à-vis de ton mari parce que tu souhaites que lui aussi fasse le ménage. Il te dit qu'il n'a pas le temps. Pour lui, c'est pas son rôle. Il a d'autres choses plus importantes à faire. Surtout si c'est toi qui es plus souvent à la maison ou que tu rentres plus tôt du travail. C'est la norme du patriarcat qu'il a intégrée consciemment ou inconsciemment. Tu pourrais décider de le quitter, mais il se trouve que tu gagnes pas assez. La norme, la femme s'occupe des enfants, t'a poussé à arrêter ta carrière ou à travailler à temps partiel, donc tu es dépendante de ton mari financièrement. Et puis le quitter pose la question de l'impact d'un divorce sur les enfants, comment le vivront-ils, etc. Bon, je m'arrête là, mais tu vois bien que tout ça devient très vite très compliqué. C'est pas parce qu'une norme n'a rien à voir avec la loi que tout individu est capable de s'en extraire d'une simple décision. On en revient aux stéréotypes qui s'imbriquent entre eux pour former un système qui, même en supposant que les individus en sont conscients, peuvent les empêcher de s'en dégager par de simples choix. Ah ouais, c'est profond là. Donc pour résumer, alors que nos capacités cognitives sont les mêmes, les femmes en général n'ont ni plus ni moins de potentiel cérébral que les hommes en général. Il n'y a que des différences individuelles. Les stéréotypes de genre véhiculés par la société et par les institutions qui la composent, le couple, la famille, l'école, le milieu social, l'entreprise, l'État, forment un système qui contraint plus ou moins fortement les actions individuelles. Et c'est ce système de normes, évidemment très différent pour les femmes et les hommes, qui explique en grande partie les inégalités de revenus dont on vient de parler. Voilà pourquoi, si on reprend l'écart moyen de rémunération de 25,7% entre les femmes et les hommes, qu'il s'agisse des 9,4 points expliqués par le temps partiel, des 3,5 points expliqués par la ségrégation horizontale, des 2,3 points expliqués par la ségrégation verticale et des 10,5 points non expliqués, il s'agit bien d'inégalités injustes. Bon, alors tu te doutes bien que j'ai à peine eu le temps d'effleurer la première couche de la surface de ce sujet éminemment complexe que sont les inégalités femmes-hommes. Or, il se trouve que j'ai eu la chance d'interviewer une enseignante-chercheuse d'Aix-Marseille Université qui passe son temps à s'interroger sur ces questions. Vanessa Di Paola, qui travaille au laboratoire d'économie et de sociologie du travail, un laboratoire du CNRS et d'Aix-Marseille Université. Plus particulièrement, elle travaille en ce moment sur la notion de plafond de verre, les obstacles qui empêchent spécifiquement les femmes d'accéder au sommet des hiérarchies. À un moment décisif de leur carrière, autour de la trentaine, où les femmes se retrouvent à la croisée des chemins entre opportunités de promotion importantes et éventuellement forte mobilisation dans la constitution d'une famille. Les questions sont, comment ça se passe pour ces femmes? Dans quel contexte individuel évoluent-elles? Quels sont les dispositifs qui les contraignent ou qui les aident mis en place par les entreprises et par l'action publique? Et ce, dans 4 pays, la France, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Si ça t'intéresse d'entendre ce qu'on peut dire à propos de toutes ces questions passionnantes, la vidéo est disponible ici ou dans la description ou sur la chaîne Écosciences Provence-Alpes Côte d'Azur.